Bonjour, vous m'entendez bien, ça va? Ok. Évidemment, avant de commencer, je tiens à remercier l'ensemble des équipes des musées qui nous accueillent, qui ont organisé cette journée. Je suis très heureuse de pouvoir y participer. Je me présente rapidement en littérature et en philosophie à Paris 8, dans un laboratoire en études de genre. Et ma thèse, c'est une étude poétique des liens entre la honte et la mélancolie à partir du motif du trou. Ça dans les textes de 5 auteurs et autrices. Mais pour aujourd'hui, je vais me concentrer sur le travail de seulement 3 d'entre eux, donc Annie Ernaux, Sebald et Jean-Pierre Le Goff. Et comme l'indique le titre de ma présentation, je vais faire se croiser l'objet, l'écriture et la perte. Je vais commencer par préciser la manière dont j'ai abordé l'objet d'artiste, parce que en tant que catégorie muséale, j'en avais une vision assez claire, mais au contact de la littérature, plus j'avançais dans mon travail, plus je voyais ces contours se troubler. Et j'ai vu peu à peu se révéler de nombreuses potentialités de dérivation sémantique. Dans le terme, je me suis vraiment attachée au lien entre objet et sujet, donc entre matérialité et subjectivité. Et la préposition qui va indiquer ce lien marque soit une provenance, soit une appartenance, mais finalement, elle ne précise pas ce qui exactement lie l'objet à son artiste ou l'artiste à son objet. Et de là, se sont succédées beaucoup de questions. Est-ce que l'objet d'artiste existe en dehors du musée ? Est-ce qu'il est forcément une possession de l'artiste ? Est-ce que des critères fonctionnels ou symboliques régissent sa catégorie ? Mais aussi, est-ce qu'une part de fiction n'enveloppe pas systématiquement l'objet d'artiste, puisqu'il y a généralement un récit à tisser autour de lui ? Et enfin, si l'artiste intervient sur l'objet, ou même si l'artiste produit l'objet, est-ce qu'on peut encore le catégoriser comme objet d'artiste ? Et si oui, qu'est-ce qui va le distinguer de l'œuvre ? Alors bien sûr, je ne vais pas répondre à ces questions, et puis on a déjà entendu depuis ce matin qu'elles irriguaient toute la journée d'études. Mais en tout cas, c'est vraiment cette malléabilité du terme, et presque aussi parfois sa marginalité apparente, qui a orienté mon travail et qui m'a autorisée surtout à certaines nuances et potentialités de ce que pourrait être l'objet d'artiste en littérature. Alors... Dans les textes que j'étudie, aucun des auteurs n'aborde l'objet sous une forme narrative comme l'ekphrasis, et ils vont vraiment convoquer des objets plutôt ordinaires, voire déclassés. Et ils ont tous les trois un rapport affecté et affectif à l'objet qui est assez proche de celui des collectionneurs finalement, mais plutôt des collectionneurs amateurs ou des collectionneurs bricoleurs. Et je vais utiliser à plusieurs reprises la notion de défonctionnalisation, qui distingue les fonctions techniques, symboliques, artistiques de l'objet. Mais je crois que dès lors qu'un objet entre dans un processus littéraire, peu importe son traitement, on peut considérer qu'il voit déjà sa fonction changer. Mais en tout cas, on va croiser ensemble des objets relativement banals, des objets ménagers et des photographies de famille avec Annie Ernaux, des photographies d'archives et un vieil agenda avec Sebald, et des perles vertes, des lettres postales et un fil à plomb avec Jean-Pierre Le Goff. Cette intervention, je l'ai imaginée selon une progression dans le rapport de l'objet à l'écriture en partant d'un objet pré-texte à un objet post-texte. Donc d'un objet qui engendre l'écriture à un objet qui est engendré par l'écriture. Et pour finir, en ce qui concerne la notion de perte, qui, on va dire, canalise mon étude entre objet et écriture, je l'envisage plus précisément dans son rapport au temps et à la mémoire. Donc, quel est le rôle et aussi quelles sont les limites de l'objet dans la difficulté de dire la perte ? C'est une constante, on va dire, l'objet photographique, il s'est souvent invité en littérature, plutôt pour tout ce qu'il donne à voir de l'invisible. Mais on peut rappeler qu'il est aussi un objet maniable, lié à un sujet pris ou prenant la photographie. Donc, matérialité et subjectivité se couplent à sa charge mémorielle. On peut dire en tout cas que pour Annie Ernaux, la photo comme objet, elle n'est vraiment pas défonctionnalisée avant d'entrer dans le texte. Elle y entre exactement pour sa fonction initiale, à savoir sauver, garder trace d'un instant, avec l'espoir de pouvoir y revenir plus tard.
Dans la seconde citation que vous pouvez lire ici, on note un effet de corporéité du souvenir par l'entremise de la photographie d'enfance. Et dans l'Atelier noir, elle écrit que pour elle, la mémoire est matérielle. Et dans la plupart de ses livres, elle se confronte à des images passées d'elle-même pour y guetter, même y scruter des traces, des empreintes parfois minuscules de sensations passées au cœur de ces sensations présentes corporelles. Et si jamais elles sont inaccessibles, elle va les hypothétiser, comme c'est le cas ici. Je pense qu'on ne parle toujours pas d'épiphanie du souvenir. Il n'est pas question ici, contrairement à Proust, de mémoire involontaire ou surgissante. Le souvenir est travaillé, il est presque gratté. Et surtout, il est toujours indissociable du présent. Annie Ernaux, elle ne se leurre jamais quant à la fiabilité de ces sensations qui sont toujours forcément modifiées par le temps. J'en viens à Sebald, qui est un auteur allemand qui est né en 1944 et décédé en 2011. La plupart des textes tournent autour des effets, des conséquences de la Seconde Guerre mondiale sur les sociétés, sur les individus et aussi sur la littérature. Et presque toujours, on trouve intégré à ces textes des images en noir et blanc, parfois même dans le corps du texte, au milieu d'une phrase, comme c'est le cas ici. Vous en avez un exemple que j'ai accompagné d'une citation que je ne vais pas commenter, mais qui vous donne une idée du rapport très tourmenté de l'auteur et de ses personnages à la mémoire. À première vue, on pourrait être tenté de rapprocher l'usage ernauxien et l'usage sébaldien de la photographie, à savoir celui d'un appui mémoriel, en considérant l'usage sébaldien comme augmenté, puisqu'on a accès à l'image, et ça ouvre une dimension qu'on pourrait presque qualifier de documentaire. Les images, elles feraient office d'illustration ou de preuve au plus près de la fonction de l'archive historique, là où Annie Ernaux, elle travaille plutôt l'archive individuelle. Mais en fait, il y a quand même deux nettes différences. Alors d'abord, Sebald, il entretient un rapport beaucoup plus complexe à la possibilité du souvenir par l'image. On peut le lire ici métaphoriquement dans ces deux usages photographiques. Comme vous pouvez le voir, les papillons sont morts, ils sont épinglés, ils sont mis sous verre et la vitrine est fêlée. Les montres sur la deuxième image, donc symbole temporel assez stéréotypées, elles sont aussi séparées du photographe par une vitre. Le texte mentionne en fait la vitrine d'un musée londonien. On peut donc noter les nombreuses entraves qui se placent entre l'objet, le temps qu'il est censé renfermer, et l'auteur ou même le lecteur, comme si le sujet et l'objet n'arrivaient pas à communiquer. Ici, à mon sens, les images, elles témoignent plutôt d'une faille. Elles soulignent leur propre insuffisance à ramener quoi que ce soit du temps. Et elles portent aussi une grande mélancolie qui va plutôt faire sentir le manque, la perte, le trou que la possibilité du souvenir. Cette insuffisance de l'objet et de l'image, cet impossible retour, il est clairement signifié par un procédé narratif très caractéristique chez Sebald. Et c'est là la seconde grande différence avec Annie Ernaux. Sebald écrit de la fiction et on va le voir, ça complique un peu tout. Et surtout, Sebald, c'est faussaire. Il manipule la vérité qui est censée être contenue dans les images. Alors, je vous l'accorde, ça pourrait sembler assez évident quand on sait qu'on lit de la fiction que les photographies de visages, d'individus correspondent forcément à des identités différentes de celles des personnages. Mais les romans sébaldiens, ils ont vraiment cette force de trouble qui nous désoriente toujours. Et on pourrait s'attendre, par exemple, même conscient de la nature fictionnelle de l'œuvre, en tout cas moi c'était mon cas, à ce que des images beaucoup plus simples, on va dire des images de lieux, des images d'objets ou liées à des faits historiques, fassent coïncider le réel de leur prise avec les faits ou les lieux relatés dans le livre. Mais en fait ce n'est pas du tout le cas. Et par exemple, ici, rien ne nous assure que ces montres, elles aient été photographiées dans le musée londonien qui est évoqué dans le texte. Et un autre exemple encore plus parlant, Muriel Pic, qui est une spécialiste de l'auteur, a découvert dans ses archives une image dont il a recadré la légende qui indiquait un raid aérien sur Hambourg en janvier 1943
pour l'intégrer en fait à un texte qui évoque un raid aérien sur Berlin 8 mois plus tard. Donc on peut dire qu'il défonctionnalise l'archive par falsification ou par intervention du montage ou du recadrage, en lui ôtant sa fonction de preuve et d'authenticité. Il la refonctionnalise par son intégration dans la fiction avec deux visées. D'une part, créer un effet de réel dans le texte, et d'autre part, pour révéler et même dénoncer l'ambiguïté de l'image qui a été si souvent manipulée par les régimes de propagande. Et on peut directement penser ici au film Le Führer offre une ville aux Juifs, qui a été tourné à Térésine et que Sebald aborde abondamment dans Austerlitz. Sebald, il se méfie de l'idée de vérité historique, mais surtout, il est écrivain et non pas historien. Et son rôle, c'est vraiment de signifier le réel dans le récit, parce que selon lui, la vérité est forcément partielle, et les lieux où les personnes qui auraient pu témoigner ont en partie disparu. Muriel Pic écrit aussi que le travail de Sebald, c'est une réhabilitation de l'expérience du souvenir. Et elle ajoute que s'il n'a pas été victime des événements, il a été victime en revanche de l'absence de transmission et de parole. Quelque part, seul le traumatisme a été transmis à sa génération. Et j'ai souhaité rapprocher cette idée de celle émise par Bernard Stiegler, qui est un philosophe, d'une mémoire épiphylogénétique. Donc, c'est une mémoire qu'il définit comme celle d'un passé hérité, un passé qui n'a pas été vécu, qui n'est ni génétique ni somatique, mais qui est constitué par l'ensemble des artefacts et des prothèses techniques. Donc en fait, on pourrait dire que les objets portent des traces muettes de ce passé, qu'ils signalent la parole manquante et que la tâche de l'écrivain peut être celle de les faire parler. Je me suis demandé aussi si l'action de Sebald sur ses archives pouvait représenter une forme d'artification de l'archive, d'autant qu'elle participe amplement de l'œuvre. Et j'ai pensé à un autre exemple, qui est un agenda dans le roman Les Émigrants, qui appartient au personnage d'Ambrose. Grâce à cet objet, qui est un legs de famille, le narrateur va retracer l'histoire et le parcours de son propriétaire Ambrose. Il y a plusieurs pages qui apparaissent dans le roman en fac-similé, donc vous en avez ici une. Donc dans la fiction, l'agenda incarne une archive, mais en réalité, il s'agit d'un objet transformé et quasi créé par l'auteur. On reconnaît l'écriture de Sebald et les phrases en allemand sont en fait des citations ou des paraphrases de Chateaubriand. Donc c'est comme si l'auteur fabriquait une pièce manquante à l'histoire de son personnage. Cette question de l'artification, elle m'intéresse particulièrement parce que j'imagine que cet agenda, il est conservé dans l'une des boîtes du centre d'archives de Marbach en Allemagne. Et il a peut-être même été exposé dans un musée à l'occasion d'un cycle qui aurait été consacré à l'auteur. Mais je me demande sous quel statut, parce que ce n'est pas directement une archive biographique, ce n'est pas non plus une œuvre, mais ce n'est pas non plus un manuscrit. Donc l'artefact, là, il a été façonné pour l'œuvre, il a été voué aussi à être reproduit en fac-similé, mais il n'a pas d'existence autonome hors du livre. Son statut matériel est donc particulièrement ambigu. Et c'est cet espace de trouble, on va dire, qui me permet d'en arriver au dernier auteur, Jean-Pierre Le Goff, dont vous avez une photo ici. De lui, on pourrait presque dire qu'il a laissé ses textes produire des objets. Et si j'ai dit de Sebald que c'était un faussaire, je pourrais dire de Jean-Pierre Le Goff que c'est un magicien. Et ça va aussi nous permettre de terminer l'intervention sur une note peut-être un peu plus légère. C'est une partie que je traite de façon un peu moins universitaire, plutôt comme une histoire, parce que je pense qu'il est fort possible que Jean-Pierre Le Goff soit à présenter. Il a été assez discret de son vivant et peut-être aussi éclipsé par son homonyme qui est sociologue. Ce Jean-Pierre Le Goff-là est né en 1942 à Douarnenez. Il est décédé en 2012. De son vivant, il n'a eu qu'une édition à grande diffusion, on va dire, chez Gallimard. Sinon, beaucoup de ses textes ont été publiés dans des revues ou à tirage très limité ou sont restés inédits. Et ces dernières années, les éditions Grand Champ ou Le Cadran Ligné œuvrent à publier son travail.
Et Aymeric Jacot, en 2016, a réalisé un mémoire de recherche sur lequel je m'appuie, et je le remercie de m'y avoir donné accès. L'œuvre Le Goffienne, elle est vraiment foisonnante. Ces quelques minutes ne suffiront pas à en démontrer l'ampleur, mais en tout cas, j'espère poursuivre ce travail de visibilisation, et j'espère aussi que ça pourra vous donner envie de le lire. Les textes de Jean-Pierre Le Goff, ils sont traversés de fixettes que Aymeric Jacot nomme ses objets d'aimantation. On peut penser aux perles, aux rayons verts ou à des rebuts métalliques qu'il a collectionnés pendant toute une partie de sa vie. Et dans ce qu'on pourrait considérer comme la première partie de sa vie artistique, il focalise son écriture sur des éléments de détail, souvent plutôt simples. Je vais citer par exemple un journal tenu seulement les jours de neige, un texte de fragments sur la poussière qu'il désigne comme des minuscules débris de choses qui avaient un nom, ou bien des courts textes sur des objets comme un bol ou une gomme, et ces objets vont lui servir de support déclencheur à l'imaginaire. Je l'indique là pour l'anecdote, en 1985, il débarque sans y être invité en Gare des Fades pour le 4e congrès de Banalise, à savoir un congrès sans objet qui invitait les congressistes à s'ennuyer. Et la découverte de ce mouvement de la banalise va avoir un impact assez important sur la deuxième partie de sa vie artistique, et c'est sur celle-ci que je vais m'appuyer. Parce qu'en fait, à partir de fin 1985, il va s'engager dans une aventure poétique assez sensationnelle qui se résume, on va dire, à des envois postaux. Il les appelle ses petits papiers, et ils auront jusqu'à 300 destinataires qu'il invite à des mises en acte annoncées par le texte postal, toujours sous des formes très poétiques et très curieuses. Alors, vous avez ici 2 extraits de son tout premier envoi qu'il a intitulé « L'acte que le texte appelle », qui ne promettait pas vraiment l'ampleur du projet à venir, puisqu'en fait, ce texte évoque une profonde crise scripturale. On le voit, elle est désignée dans cette première citation par un manque, une absence ou une incomplétude. Et pour le paraphraser, Jean-Pierre Le Goff se sent écrasé par le poids que laisse en lui tout ce que l'écriture échoue à restituer du réel. Il exprime en fait une nécessité de rupture dans sa pratique d'écriture, et il veut la concrétiser par un rituel. Et ce sera sa première invitation, mais en fait c'est une invitation à un enterrement. Il va enterrer un fil à plomb, et je précise que seules 5 personnes étaient présentes sur la centaine de personnes à qui il a envoyé son invitation. Mais en tout cas, il s'agit de s'ôter le plomb de la tête et de le mettre en terre. Jean-Pierre Le Goff aurait pu se satisfaire de l'écrire parce que la métaphore est, je trouve, assez frappante, mais justement ce qu'il souhaite, c'est se libérer concrètement de ce poids comme une sortie de l'abstraction. L'objet prétexte, le fil à plomb, c'est un référent concret, tangible, qui est passé à l'état de mot, mais son poids est resté à l'intérieur de l'auteur, qui doit donc s'en débarrasser. Et pour ça, l'objet doit retrouver son état initial, matériel, au travers du rituel. Aymeric Jacot, dans son mémoire, parle d'un passage de l'objet au mot à l'objet acté, comme une réinversion de la coutume littéraire qui voudrait que le texte soit la finalité, et qui pour ça va habituellement plutôt des choses au mot. Et 1 an plus tard, Jean-Pierre Le Goff revient sur le lieu de l'enterrement dans la forêt de Brunoy. Et dans une allocution, il dira que finalement, il ne s'agissait peut-être pas d'un enterrement, mais d'un ensemencement. Et effectivement, suite à cette mise en acte, vont suivre plusieurs centaines de petits papiers et de rendez-vous. J'ai une remarque en ce qui concerne la publication que Gallimard a fait en 2000 du Cachet de la Poste. Enfin, c'est le nom du livre qui compile une sélection de ses envois. Et en fait, chaque court texte auquel on accède dans le livre correspond en fait à une lettre reçue par la Poste dans une enveloppe timbrée qui arrivait sans prévenir, à récurrence variable. Et aujourd'hui, je dirais que la lecture, elle ne peut pas restituer ce que la réception faisait vivre à ses destinataires. Et dans ce cas, ce sont en fait la nature et la fonction de l'œuvre qui se trouvent modifiées. Et de même, nous n'avons pas le choix à la lecture de décider de rejoindre ou non Jean-Pierre Le Goff à l'un de ses points de rendez-vous.
Et pour en revenir aux objets, il arrivait souvent que ces mises en acte, elles aboutissent à la production d'un objet. Donc, en cela, j'ai pu parler d'un objet engendré par le texte. Il y a un exemple que j'aime bien citer qui s'intitule « Poursuivre le train de mes activités ». Et dans ce texte, donc dans cette invitation postale, il annonce un voyage en train de Paris à Évreux, puis d'Évreux à Rouen, puis de Rouen à Le Havre et de Le Havre à Étretat, au cours duquel il va enfiler autant de perles d'une même nuance de vert qu'il n'y a de kilomètres entre le départ et l'arrivée. Et il changera de nuance de vert à chaque voyage. Et en fait, les initiales de ces villes, elles forment le mot perle. Donc voilà le genre de petits jeux poétiques que pouvait faire Jean-Pierre Le Goff. Et je vais conclure avec ce fil de perles sur des questions qui font écho à celles de mon introduction. Parce que de même que pour l'agenda sébaldien, on pourrait se demander quel statut accorder à ce fil de perles vertes que Jean-Pierre Le Goff a offert à son hôte à l'arrivée à Étretat. Et l'œuvre de Jean-Pierre Le Goff, c'est tout un processus qui est parfois même proche de la performance, même si lui ne performe pas du tout, mais il y a l'intention d'abord qui est énoncée dans le texte, puis la mise en acte, ici par le déplacement et la manutention, et parfois un résultat tangible, ici le fil de perles. On peut dire en fait que le texte et le fil sont des étapes autant que des traces de l'œuvre. Le texte, lui, il a été édité, il a donc pris une fonction autonome en dehors de l'ensemble du processus, aussi parce qu'il présente des qualités littéraires indéniables. Mais ça me semble moins évident pour le fil de perles. On rejoint peut-être ici, j'imagine, des questions liées à la muséification de certains objets d'artistes, et je me demande si présenter le fil dans un musée pourrait faire sens aujourd'hui. Et pour finir, surtout, ce qui me semble très beau dans tout ça, c'est qu'en fait, je n'ai aucune certitude quant à l'existence de ce fil de perles. Je sais que le voyage a eu lieu, mais je n'ai jamais vu le fil de perles. À la lecture de Jean-Pierre Le Goff, finalement, il y a une partie majeure de son œuvre qui nous échappe. On ne peut qu'imaginer ce qui s'est passé. On peut aussi imaginer que des éléments extérieurs aient pu contrarier le bon déroulement de certaines mises en acte. Par exemple, à cause d'un nœud mal fait, le fil de perles a très bien pu s'éparpiller sur le quai à peine débarqué à Étretat. D'autant plus qu'il n'existe pas de liaison ferroviaire entre Le Havre et Étretat. Et c'est aussi ce genre de petit mystère qui fait toute la magie de l'œuvre de Jean-Pierre Le Goff. Je vous remercie pour votre écoute.